Bonjour à tous, merci d'être venus pour une fois de plus un atelier où on va essayer de vous montrer quelques-uns des appareils de la collection de physique, du patrimoine de physique. Alors aujourd'hui on en a sorti des petits, mais quand même avant je voudrais vous rappeler ces deux-là pour lesquels on a déjà fait des ateliers qui sont visibles en ligne. Donc la machine d'Atwood à gauche et le résonateur de Koenig à droite, parce qu'on va les évoquer de nouveau tout à l'heure. Ces deux appareils sont maintenant exposés au bas du bâtiment Lippmann, dans des vitrines. Donc vous pouvez aller les voir pour de bon, bien exposés, bien nettoyés au bas du bâtiment Lippmann. Alors on va essayer d'abord de parler un petit peu, et puis ensuite on fera les manips, ça sera plus pratique. Alors on a essayé de réfléchir un peu à l'étude des phénomènes de courte durée. Alors les phénomènes de courte durée, il y a plusieurs sortes de phénomènes. Il y a les chutes, très rapide. Il y a la fluorescence, alors on en reparlera avec cet appareil, et puis il y a des phénomènes qui sont périodiques, qui peuvent être le balancement d'un pendule, qui peuvent être une rotation ou qui peuvent être de nature ondulatoire. Et puis par ailleurs, dans le contexte, il faut tenir compte des limites physiologiques, c'est-à-dire du fait que notre œil ne perçoit des événements que s'ils sont séparés suffisamment d'une durée suffisamment grande, 0,1 seconde, et que par ailleurs, il y a une persistance récinienne qui dure un certain temps. Et autre contrainte importante, ça a été les limites techniques de mesure du temps. Souvent, on ne pense pas à ça, mais si on réfléchit un petit peu, les premières horloges avec une aiguille des secondes datent simplement du XVIIIe siècle. Donc avant le XVIIIe siècle, on n'était pas capable de mesurer un temps inférieur à une seconde. Au milieu du XVIIIe, on commence à avoir des aiguilles qui font un tour en une seconde et qu'on peut arrêter au bout d'un quart de seconde, au bout d'une demi-seconde, un huitième. Le premier chronographe vraiment efficace date de 1822, fabriqué par Louis Breguet. Et puis après, il y a eu à peu près en même temps l'invention du métronome, que certains d'entre vous connaissent sans doute, le classique métronome de musique. Mais vous voyez, avant le début du XIXe siècle, on était incapable de mesurer toute durée inférieure à une seconde. Et même au XVIIIe siècle, c'est encore difficile. C'est pour ça que les gens ont essayé de trouver des solutions et des outils très divers. Alors les solutions, c'est entre guillemets de ralentir le phénomène. Donc c'est typiquement le cas de la machine d'Atwood qu'on a évoquée au début, où en fait on modifie un petit peu le phénomène, puisqu'au lieu d'avoir une chute libre normale, c'est-à-dire qui met sur 2 mètres, qui met à peu près une demi-seconde, on s'arrange pour ralentir la chute et pour, sur 2 mètres, faire une chute en quelques secondes, ce qui devient à peu près mesurable. On peut aussi compter, alors ça je vais vous en reparler, on peut essayer d'enregistrer le phénomène et on peut essayer d'adapter l'observation, c'est ce qu'on va faire avec les stroboscopes. Les outils, il y en a beaucoup, des plumes, des crayons, des diapasons, on va avoir beaucoup de diapasons, des flammes, des miroirs. Des miroirs, on vous en a sorti plusieurs, mais vous allez voir, il y en a beaucoup d'autres. Tout ça pour essayer d'arriver à mesurer ces phénomènes que l'on perçoit, évidemment. Alors, compter, ça paraît difficile, n'empêche que, vous voyez, en 1642, il y a un jésuite qui cherche, enfin les jésuites, pas eux seulement, cherchaient à déterminer exactement la longueur du pendule qui battait la seconde. Et ce monsieur Riccioli, là, avait fabriqué 4 pendules différents avec des longueurs un peu différentes et il a compté pendant 24 heures avec 9 autres jésuites. Ils ont compté donc 87 998 oscillations pour essayer de voir si leur pendule battait bien la seconde. Ce qui nous paraît assez fantastique de réussir, ça veut dire si vous estimez, ils comptaient chacun pendant 2 heures ou 2 heures et demie les battements d'un pendule. Bon. Il faut quand même imaginer que les gens n'hésitaient pas à compter. Au XIXe siècle, il y a encore des gens qui, au début du fin XIXe, qui comptaient les gouttes d'un compte-gouttes pour mesurer la viscosité. Ce n'est pas notre sujet là, mais ils étaient capables aussi de compter les gouttes pendant 1 heure. Bon, vous imaginez un petit peu. Alors, nous, on ne va plus compter, mais je vous donne un texte de Jacques d'Arsonval, qui était médecin et qui était à l'origine des fameux galvanomètres Depré d'Arsonval qui traînaient dans tous les laboratoires avant, et qui écrit donc en 1886, donc quand même fin du XIXe siècle,
La mesure des phénomènes de courte durée se fait d'habitude avec le cylindre enregistreur enfumé, muni d'un signal électromagnétique et d'un diapason mesurant le temps en centièmes de seconde. Cette méthode est très précise, mais elle exige un outillage et des manipulations multiples qui la rendent souvent d'un usage difficile, notamment en clinique. Il était médecin, hein, donc il avait besoin d'enregistrer les battements du cœur, le pouls, je ne sais pas quoi, avec ce dispositif diapason. Alors, je vous fais remarquer que 1 centième de seconde, ça correspond à 100 Hertz. Et pour avoir un diapason qui soit dans ces zones-là, 100 Hertz, il faut un diapason de 30 cm environ, c'est-à-dire la taille des diapasons qu'on vous a sortis ici. Alors, les gens après ont essayé d'enregistrer. Alors, enregistrer, vous voyez qu'il y a plein de dispositifs divers et variés. Il y a eu les miroirs tournants à gauche, ça c'est sorti d'un livre de physique des années 1950, où on voit bien le miroir tournant qui permet d'enregistrer la sinusoïde d'un diapason. On va faire la manip tout à l'heure. Les cylindres, tout simplement le pendule sur une plaque. Alors évidemment, sur la plaque, ça ne peut pas durer longtemps parce qu'on arrive vite au bout de la plaque. Donc très vite, on a pensé à faire ça sur un cylindre tournant qui doit se décaler si on ne veut pas que la courbe se superpose en permanence. La première personne qui a enregistré sur le cylindre tournant, c'est quelqu'un qui voulait essayer d'enregistrer la voix. Donc un des premiers, imaginez, les premiers phonographes en quelque sorte. Et puis ici, on a le dispositif à flamme et aussi le miroir tournant. Vous voyez que souvent, on associe plusieurs outils. Alors le dispositif à flamme, c'est celui qu'on avait évoqué avec le résonateur de Koenig, où on avait des capsules manométriques et puis les flammes. Donc vous pouvez retourner voir ça sur le site de l'université. Les miroirs tournants, on ne vous les a pas tous sortis, mais on en a tout plein. Alors vous voyez, on en a sorti 2, là, un grand modèle fabriqué aussi par Koenig, donc fin du 19e siècle avec la manivelle sur le côté. Il y en a avec la manivelle au-dessus, donc manivelle sur le côté, ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui tournait la manivelle assez régulièrement. On en a qui sont électriques. Celui qui est là, il est dans le sous-sol du déambulatoire, là-bas. On en a un autre petit comme ça. Ici, vous voyez, celui-là est beaucoup plus récent. Il doit dater, c'est pareil, des années 50 ou 60, 1900. Hein. Il a dû servir en TP. Vous voyez qu'il y en a qui ont 4 faces, il y en a qui ont 8 faces, il y en a qui ont 6 faces. Enfin, il y a eu vraiment des tas de modèles de miroirs tournants, ce qui veut dire que c'était un objet qui a beaucoup servi quand même. On a aussi les diapasons. Alors, on vous montre ici 2 boîtes de diapasons. Celle-ci est exposée aussi dans le bâtiment Lippmann. L'autre, on n'a pas la place, mais pareil, elle est dans le bâtiment de physique. Dans un cas, vous voyez qu'il y en a 8 et dans l'autre, je crois qu'il y en a 9. Ces diapasons étaient utilisés en médecine. Donc, ils viennent de Grange-Blanche. Là-bas, ils étaient utilisés en médecine. Et si vous regardez bien, on vous les fera passer éventuellement tout à l'heure, ils sont équipés soit de plumes, celui-là a une plume au bout, soit d'un petit miroir. Et ces diapasons ont tous été fabriqués par Koenig, c'est-à-dire le grand fabricant du 19e siècle. Ils sont tous marqués Koenig, ils sont tous marqués avec leur fréquence. Alors à l'époque, on n'utilisait pas la fréquence, on utilisait le nombre de vibrations par seconde. Donc on a un facteur 2 par rapport à la fréquence, hein, puisque la fréquence, ça correspond à l'aller-retour, alors que là, on comptait un aller, un retour. Mais ils sont tous marqués. Sur les branches, vous avez des pièces de laiton qui permettaient d'ajuster la note en déplaçant simplement les parties de laiton. Et puis, on a aussi des petites pièces ici, qui sont là, des petites pièces métalliques dont on verra tout à l'heure à quoi elles servaient, qui pouvaient se fixer sur les branches du diapason. Voilà, une petite pièce d'aluminium. Voilà, alors les diapasons, ça c'était des diapasons manuels. Après, ça a été électrifié, donc même Koenig après a pu électrifier ces diapasons. Et on a ici 3 diapasons électriques. Donc on en a 3 ici, et on en a encore un dans le sous-sol. Donc c'était des modèles assez courants, pareil, diapasons électriques, entretenus, donc c'est quand même plus pratique quand on veut faire des expériences.
Alors, on va utiliser ces deux-là tout à l'heure. Et puis la dernière technique, c'était de sélectionner un peu l'observation. Donc ça, c'est le principe du stroboscope qui a été inventé par ce monsieur Joseph Plateau. Donc vous voyez, c'est pareil, hein, 19e siècle. Breveté ensuite sur une forme électrique en 1917, c'est-à-dire quand même début du XXe siècle. Le principe, c'est de se dire qu'un objet en mouvement, même s'il est rapide, si on le regarde quand il est toujours dans la même position, on aura l'impression qu'il est immobile. Et si on le regarde à travers un trou qui tourne très vite, si on le voit immobile, ça veut dire qu'il tourne, il bouge à la même vitesse que la rotation de l'objet par rapport à travers lequel on le regarde. Ce mouvement va paraître un petit peu ralenti si les deux fréquences ne sont pas tout à fait égales. Alors des stroboscopes, il y en a beaucoup, c'est pareil, il y a eu beaucoup de modèles. Vous voyez, à gauche, c'est sur un catalogue de matériel de 1900, où c'est simplement un disque qu'on tient à la main et qu'on fait tourner avec plein de petits trous. Ensuite, vous avez un stroboscope mécanique, il est là. Stroboscope mécanique, c'est pareil, qui a dû servir à faire des manips de physique au début de l'université ici. Et vous voyez qu'il est lui aussi associé à son miroir tournant. Il y a les deux sur le même dispositif, le tout étant électrique. Et là, on a un disque avec des trous, différentes vitesses, différentes tailles de trous. On en a un électrique là, mais qui est un peu vieux, donc il ne veut pas nous sortir des signaux permanents. Mais ça, là, c'est au lieu d'avoir un trou, on éclaire à une fréquence donnée. Et puis, qu'est-ce qu'on vous a mis d'autre? Ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais peut-être certains d'entre vous ont déjà vu ça. C'était un système stroboscopique pour vérifier la vitesse de rotation des disques noirs. Donc sur la platine, il y avait des tas de traits qui étaient éclairés avec la fréquence du 50 Hz, c'est-à-dire la fréquence du secteur, et qui paraissaient immobiles quand la platine tournait à la bonne vitesse. Et souvent, il y avait deux séries de traits, un qui correspondait à la vitesse de 45 tours, un qui correspondait à la vitesse de 33 tours. Dernier modèle, stroboscope industriel, il est là. Stroboscope industriel qui servait à visualiser et à vérifier la vitesse des ailes d'avion ou des moteurs. Donc facile à transporter, un petit stroboscope industriel. Alors, dernière chose que je vous montre, donc, c'est l'association des diapasons de M. Koenig avec la stroboscopie, puisque vous voyez ces petites lames métalliques, là, elles se fixent sur le diapason, je ne sais plus lequel des deux, celui-là. Voilà, elles se fixent sur ces petites pièces-là, et quand le diapason va vibrer, on va avoir un phénomène de stroboscopie. On éclairait et on utilisait ça comme stroboscope. Alors, autre utilisation des diapasons, alors là c'est pareil, on va faire la manip tout à l'heure, ce qui s'appelle les courbes de Lissajous. Alors les courbes de Lissajous, donc ce sont des courbes à deux dimensions où on va regarder, on va utiliser un mouvement vertical et un mouvement horizontal. Et du coup, on va avoir le tracé d'une courbe à deux dimensions. Alors, on peut faire ça avec deux diapasons. Un diapason qui va vibrer dans le plan vertical, un diapason qui va vibrer dans le plan horizontal. Mais c'est exactement le même principe que ce qu'on fait sur un oscilloscope, où on envoie le signal d'une part sur des plaques verticales, d'autre part sur des plaques horizontales. Et on a du coup, quand on passe en position XY, on a des courbes à deux dimensions. Ce sont exactement les mêmes courbes que celles qu'on fabrique ici, qu'on va faire ici avec les diapasons. Peut-être qu'on va faire les manips là et on passera à la phosphorescence après. Non? Qu'est-ce que tu en penses? Ton ordinateur, on peut le mettre sur batterie? Oui. Parce qu'il y a là une main qui est ici. Parce qu'il faut rebrancher ça, oui. Alors, on vous a prévu quelques expériences. Alors, les expériences ont été mises en place avec quelques étudiants de M1 qui ont nettoyé les appareils, qui nous ont aidés. Et puis, évidemment, l'aide du département de physique qui nous prête des appareils et éventuellement les techniciens qui interviennent aussi pour refaire des petites pièces cassées.
Bon, alors là, pour vous décrire un peu la manip, elle est toute simple. On n'est pas dans le lissage joue pour l'instant. On est avec un seul diapason électrique, c'est celui-ci. Merci. Donc, hop. Donc, le diapason électrique se trouve là. Une source laser qui va l'éclairer. Et ce diapason électrique est muni sur le côté d'un miroir. Ce miroir renvoie le faisceau sur le miroir tournant qui le renvoie ici. Donc c'est là que vous allez voir ce qui se passe. Alors d'abord, il faudrait réguler le... C'est dessus, là. Oui, oui. Il est... ouais. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez le miroir vibre. Là, on voit la vibration verticale. Rebondit. Vous voyez la sinusoïde. Excusez-moi. C'est ça la lumière? C'est ça? Oh, je pense pas là. Je pense pas ce que tout le monde doit voir. Vous voyez Alors, passer. ce qu'on peut faire, c'est le faire comme ça, c'est Sarah. C'est exactement l'expérience qui était montrée ici, à gauche, vous voyez, et qui était donc montrée dans un livre de physique des années 60, 70. C'est exactement cette expérience-là, le miroir tournant et la sinusoïde qui montre le mouvement du diapason. Alors maintenant, on va, puisqu'on a vibré verticalement, on va le faire vibrer aussi horizontalement. Donc pour ça, on n'en a plus besoin. C'est un peu compliqué. Non, il y a des livres. C'est celui-là. C'est celui-là, et les fils, ils sont... Où est-ce qu'on les a mis, tous les fils? Non, là, je sais pas. Là, on voit le mouvement dans l'autre sens, en horizontal, par rapport à celui qu'on avait tout à l'heure. Hein, puisque les deux diapasons sont montés un dans ce sens et l'autre dans l'autre. Alors maintenant, on va mettre l'autre. Bon, là, ils ne sont pas à la même fréquence. S'ils étaient à la même fréquence, on aurait une ellipse qui serait décrite. Là, en comptant le nombre, on pourrait arriver à trouver quel est le rapport des fréquences, mais s'il n'est pas un nombre entier, c'est pas évident à trouver. On peut pas on revient à cette double vibration. Donc, figure de lissage. On ne peut pas la grossir plus parce qu'on n'est pas assez loin. Mais... Donc, il faudrait un dispositif optique pour pouvoir le voir avec La voix, c'est quoi? Comment? La voix qu'on entend, c'est quoi? Le bruit qu'on entend, c'est quoi? Ça, ce sont les diapasons. Qui vibre. Parce que chaque fois, donc, il y a un émetteur, enfin deux contacts. Quand ils s'écartent, vous venez de le voir tout à l'heure, hein, c'est pas... C'est bon? On l'arrête? Parce qu'on a assez cassé les oreilles. Et puis lui, j'avais peur qu'il C'est ce que vibre. je règle avec les deux vis. Alors, dernier appareil que l'on vous a sorti, quelque chose de beaucoup plus récent, c'est le phosphoroscope de M. Becquerel. Alors, M. Becquerel, c'est Edmond Becquerel, c'est-à-dire celui du milieu dans la série des Becquerel, celui qu'on connaît le moins, puisqu'habituellement on connaît beaucoup César Becquerel, qui donc était son père, et puis on connaît Henri Becquerel, qui était son fils. Lui, il a beaucoup travaillé, comme toute la famille d'ailleurs, sur la lumière, et il a beaucoup étudié la phosphorescence. La phosphorescence, c'est un phénomène qui se passe au niveau atomique, et quand on a excité les niveaux atomiques et que les niveaux se désexcitent. Alors je ne vais pas rentrer dans la différence entre la fluorescence et la phosphorescence, d'autant plus qu'il y a Gérard là-bas dans le fond qui va me dire que je dis des bêtises, donc on ne va pas rentrer là-dedans. Simplement, si vous voulez en savoir plus sur les Becquerel, vous pouvez aller voir sur le site de la bibliothèque, parce qu'il y a Philippe Jossot qui avait fait un blog sur la famille Becquerel.
Donc vous saurez tous sur les différents membres de la famille Becquerel. Et que vous retrouvez au Jardin des Plantes à Paris. Voilà. C'était là qu'il était implanté. Alors le phosphoroscope, c'est cet objet-là qui repose encore un petit peu sur le principe de la stroboscopie. C'est-à-dire, vous voyez, il y a beaucoup de mécanique. On peut tourner la manivelle ici, là, lentement. Compte tenu du nombre de disques et d'engrenages, on arrive à une démultiplication importante. Et le principe, c'est que ici, vous allez éclairer d'un côté et regarder de l'autre côté. Alors, j'ai essayé de faire un petit schéma pour expliquer le principe du phosphoroscope. Alors, voilà déjà, ça, c'est le schéma de la boîte ici, où on a 2 disques percés de trous. Les trous ont la même taille sur les 2 disques, mais les 2 disques sont décalés l'un par rapport à l'autre, ce qui fait que la lumière ne peut jamais traverser complètement le système. C'est ce que j'ai essayé de représenter là. Vous voyez, donc ça, c'est le premier disque. Ça, c'est le deuxième disque. On éclaire d'un côté, on observe de l'autre côté. La lumière ne peut jamais traverser puisque les 2 orifices ne sont jamais en face les uns des autres. Le système tourne, donc les 2 disques tournent à la même vitesse, et vous allez mettre entre les 2 un échantillon. Cet échantillon va être fluorescent, c'est-à-dire qu'il va éventuellement émettre de la lumière pendant un certain temps. Si la durée de fluorescence est suffisamment longue, vous éclairez à ce niveau-là, et quand vous allez regarder, la fluorescence sera encore effective, donc vous pourrez voir la lumière. Si la fluorescence dure trop peu de temps, c'est ce que j'ai représenté en rose, vous allez éclairer ici, mais au moment où vous regarderez, ça sera terminé, vous ne verrez rien. Avec ce dispositif-là, M. Becquerel réussissait donc à étudier la fluorescence, à étudier les durées de vie de cette fluorescence. Nous, on a récupéré quelques éléments fluorescents, donc grâce à des poudres avec des éléments un petit peu compliqués, dont vous avez les formules sur les étiquettes, là, et que l'on peut éclairer en ultraviolet. Alors, la lampe ultraviolet que nous a prêtée Gérard Panzer est ici. Elle est branchée maintenant. Non, Ah, si, c'est bon. Il faudrait pas s'éteindre. On peut éteindre un petit peu. Comme on a dit tout à l'heure, bon, donc j'éteins, on se place en lumière normale, pas naturelle, non mais presque. Et ensuite, bon, sur celui-là, il y a sur ces lampes ultraviolettes, il y a 2 longueurs d'onde différentes. Ici avec une. Déjà, bon, je pense que vous avez vu le changement. Voilà. Et si vous regardez, ça ne dure pas très longtemps. Voilà. Est-ce que même ça dure? On peut se le demander à ce stade-là. Et voilà avec l'autre longueur d'onde utilisée. Donc, ça veut dire que selon la longueur d'onde, on a des résultats qui sont différents. Voilà. Celui-là dure beaucoup plus longtemps. Voilà. Je passe sur celle-là. Voilà. Alors, on va peut-être rallumer. Voilà. Alors, dans le dispositif, vous voyez, on a toujours ici un petit morceau de... On ne sait pas trop quoi d'ailleurs, mais un matériau qui devait être fluorescent, qui est d'origine dans le dispositif. Et nous, à la place, on dispose de cette petite plaque de carton. Alors ça, c'est justement le travail des étudiants, d'avoir fabriqué les petites plaques de carton correctement pour qu'elles aient la bonne taille et une bonne couche de matériaux. On éclaire de ce côté-là et on va regarder de ce côté-là. Alors, il faut regarder avec des lunettes. Donc, si des personnes veulent venir regarder, c'est possible. On a des lunettes, on a du gel, là, on a tout ce qu'il faut pour venir regarder à travers le phosphoroscope la durée de vie de ces différents matériaux. Les matériaux que l'on a, ce sont des matériaux, la plupart avec des éléments relativement rares, puisqu'on a de l'europium, de l'yttrium, c'est tout dans la catégorie terres rares, pour avoir des éléments qui effectivement fluorescent
correctement. Alors vous voyez ce qu'on avait prévu là, un tour de manivelle, donc il faut tourner la manivelle très très lentement. Tu la tournes? Oui. Ouais, il Voilà. faut démarrer le dispositif. Et on a 140, la démultiplication fait que le disque, il y a 143 tours et que comme on a les 4 fenêtres, on atteint ici le millième de seconde. Ça veut dire qu'on peut étudier des durées de vie qui sont de l'ordre du millième de seconde avec ce dispositif. Je crois qu'on vous a montré, voilà, on a mis ici les formules, pour ceux que ça intéresserait, les formules des produits fluorescents que l'on a utilisés. La fluorescéine, vous la connaissez tous, hein, et puis les autres produits, vous voyez, avec des éléments un peu compliqués, des formules un peu complexes. Je crois que c'est tout. Voilà. Si vous voulez venir voir les appareils, pas de problème. Donc on a du gel et on peut faire circuler les diapasons, on peut faire circuler tout ce que vous voulez. Vous faites des questions, je sais pas, on va faire passer. Approcher un peu La plus rotation pour est- voir de loin, je sais pas si c'est parce que... C'est bon là? Merci. On prend ta lampe bleue. Merci. Voilà, là c'est mon doigt. D'accord. Ok, d'accord. En fait, c'est comme un ralentisseur en soi, c'est ça? Ah, oui, en fait, vous voyez, comme ça dure pas longtemps, on le voit. Et en tenant compte de la vitesse de rotation, on peut déterminer la durée de vie de l'état, puisque c'est entre le moment où c'est éclairé et le moment où on le voit. Ça restitue là. D'accord. Là, compte tenu de... voilà, puisque c'est entre le... Là, il y a l'éclairage, là, il y a le moment où on le voit. Et comme on connaît la vitesse de rotation du système, on peut savoir quelle est la durée entre ces deux passages. D'accord. Et ça permet de déterminer la durée de vie de la fluorescence. C'est intéressant. Et si le matériau est comme le rose, là, ben, on ne voit pas, ça veut dire que c'est trop court. Là, il est lumineux et quand on le regarde, c'est terminé. La fluorescence est terminée. Et ça permettait de faire quoi du coup? Enfin, à part ça. Becquerel, ça lui a permis justement d'étudier la durée de vie et l'intensité, de tracer en fait ses courbes. Moi, j'ai tracé des courbes là, mais lui, il n'avait pas les courbes, il voyait lumière ou pas lumière, et ça lui a permis de tracer ces courbes de décroissance de la fluorescence. Ok. D'accord. Merci.